Bonjour, bonjour. C'est devenu habituel, donc d'abord, j'espère que vous vous portez le mieux possible et que vous êtes prudent, que vous prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches. Je voudrais maintenant, après avoir très longuement divagué sur les chemins qui conduisent à la guerre d'Algérie, je voudrais quand même très sérieusement recadrer mon propos sur ce qui se passe en 1956, c'est-à-dire un chemin où apparemment les choses sont assez claires, répression accrue, dans la foulée des pouvoirs spéciaux votés notamment par l'unanimité du groupe communiste au Parlement. Donc, c'est vous montrer que c'est quand même une idée assez largement partagée. Transfert des pouvoirs judiciaires à l'armée, mainmise de plus en plus importante du pouvoir militaire sur l'administration et sur les prérogatives de l'État républicain en Algérie, pratiques infâmes, exécution capitale à compter du mois de mai, euh, torture, et en réaction, attentats, aveugles, violence, le tout atteignant un point paroxysmique en décembre 56 avec la décision, à la suite du fait qu'on ait déjà rappelé le contingent, enfin appelé le contingent et même rappelé ceux qui ont fait leur service militaire les années précédentes, c'est ce qu'on appelle le phénomène des rappelés précisément, pour offrir une réponse militaire et musclée à l'insurrection, avec donc en décembre 56, suite à l'assassinat du maire d'Alger, Amédée Froger, par des proches du FLN, la décision ultime qui est de confier la gestion d'Alger aux parachutistes du général Massu. Et là, la ville sera quadrillée en 4 secteurs, avec réellement un contrôle militaire, des barrages, l'armée employée contre les civils pour briser les grèves générales dans la Casbah, contre les commerçants musulmans, les contrôles, et en réaction de ces contrôles, la stratégie des attentats qui se déplacent vers les lieux de vie de la population européenne, les discothèques, les bars, les cinémas. Bref, l'horreur. Et je ne dis pas que cette vision des choses soit inexacte, bien au contraire. Est-ce qu'elle doit pour autant impliquer que l'on passe sous silence ce qui s'est passé quand même à côté? Parce que, de mon point de vue, en avril et début mai notamment, il y a eu une véritable tentative de négociation. Et puis, à l'automne, par une autre méthode, évidemment extrêmement discutable, et je vais y revenir, le gouvernement Guy Mollet a quand même cru pouvoir briser l'insurrection et à partir de ce moment-là, rentrer dans la logique de négociation-élection, une fois acquis la fin des hostilités militaires. Donc, là encore, soit on s'arrête à la couche superficielle d'une seule guerre, parce que c'est une seule guerre, soit on essaye de voir
tout ce qui se passe en profondeur. Et ce qui se passe en profondeur, d'ailleurs, permet de tirer des leçons, dont certaines sont terribles, terribles, sur ce qu'était la logique dominante des autorités françaises, des élites françaises, tant politiques qu'intellectuelles pour certains nombres d'entre eux. Je crois que si on analyse les écrits d'Albert Camus, la pensée d'Albert Camus à cette époque-là, on a l'image symbolique du déchirement absolu d'un être sur quelque chose qui est viscéralement lui, l'Algérie. Donc, même si on en tire des conclusions terribles, il faut essayer de comprendre pourquoi on s'engage dans ces chemins peu connus. Alors, le premier chemin peu connu, c'est, bon, d'abord, officiellement, l'écume des jours, c'est la répression. Vous avez à partir du mois de mai la question des condamnations à mort qui se pose. J'ai publié dans mon bouquin sur Guy Mollet, à partir des notes du secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Champex, les prises de position des divers membres du gouvernement sur oui ou non faut-il exécuter les condamnés à mort. Donc vous pourrez vous y référer si vous voulez. Des gens aussi divers qu'Alain Savary qui votent contre les exécutions et d'autres qui votent pour et d'autres qui prudemment regardent leurs pieds autour de la table du Conseil des ministres, parce que c'est ça aussi, la prise de décision. Et puis, des cas de torture. La torture. Mais à côté de cela, il y a aussi, à deux occasions, l'espérance, j'emploie le mot avec tous les guillemets qui s'imposent, mais en tout cas pour le printemps, l'espérance de parvenir à une négociation, parce qu'on espère obtenir un cessez-le-feu, et à l'automne, par notre méthode, également l'espoir de parvenir à ces négociations. De sorte que je suis habité par l'idée qui est moralement indéfendable, que les exactions, les condamnations à mort, la torture, dans cette première phase en tout cas, seraient en quelque sorte considérées comme quelque chose d'ignoble, mais une forme de mal nécessaire, et que finalement l'histoire retiendrait que on avait obtenu ce cessez-le-feu et qu'on s'était engagé dans le processus conduisant à mettre un terme à, je reprends la formule canonique, même si je vais montrer qu'il ne fallait pas la surinterpréter, cette guerre injuste et imbécile. Alors ces deux événements, c'est quoi? C'est d'abord en 1900, fin mars 1956, donc très très tôt, puis surtout au cours du mois d'avril et début mai, à l'initiative de contacts établis entre le Parti socialiste et certains représentants du FLN basés en Égypte, une négociation secrète. C'est le numéro 2 du Parti socialiste, Pierre Commun, qui est approché
par des canaux au sein de l'internationale socialiste pour engager ce dialogue. Pierre Comin en parle à Guy Mollet et Guy Mollet dit ok, tu explores cette voie, oui. Et donc Pierre Comin va charger un élu à l'Assemblée de l'Union française, qui est une des assemblées prévues par les institutions de la 4ème République, et son choix va se porter sur un militant socialiste originaire d'Algérie, Joseph Begara. Et donc, du point de vue socialiste, c'est Begara qui va être, de par sa connaissance des questions algériennes, évidemment, puisqu'il en est originaire, chargé de mener ces négociations. Ces négociations ont lieu par des contacts directs au Caire, donc dans l'Égypte du colonel Nasser, et parce qu'en Égypte, il y a une partie de la direction du FLN, et c'est bien là tout le problème, et il y a notamment Ahmed Ben Bella. Et donc, au Caire, par l'intermédiaire de l'ambassade de France, à plusieurs reprises, alors l'ambassadeur de France c'est Gors, qui est ambassadeur, quelqu'un là aussi de tout à fait remarquable, et par les services de l'ambassade, Begara a tous les moyens pour négocier. Il rapporte ces négociations directement à Pierre Comin, et Pierre Comin les transmet directement à Guy Mollet. Donc, officiellement, le gouvernement n'est pas au courant, et notamment Robert Lacoste, en Algérie, ce qui est à la fois un élément assez fin, mais aussi de faiblesse. Parce que les autorités françaises en Algérie ne vont jamais s'estimer tenues par ces négociations. Et c'est assez fin, parce que ça permet d'éviter tout sabotage des dites négociations par les autorités proches de l'Algérie française. En tout cas de cause, ça eût abouti, ça aurait posé la question de comment on l'impose à Lacoste. Parce que ça aurait été ça la difficulté. Et pour certains observateurs, notamment un des hommes qui a le plus compté dans ma formation intellectuelle et historienne, dont j'ai déjà parlé, Alain Savary, qui est à l'époque secrétaire d'État chargé de la Tunisie et du Maroc, donc celui qui met en pratique le programme de Mendes qui a préparé l'indépendance de ces deux États. Alain Savary était d'une sévérité sans nom sur le fait que ces contacts n'aient pas été communiqués à Lacoste et qu'en gros, Guy Mollet aurait considéré que ces négociations étaient une façon de distraire ses opposants qui souhaitaient une négociation tout en laissant libre cours de la politique répressive en Algérie par l'intermédiaire de Lacoste et de l'armée. Donc déjà, c'est pas parce qu'il y a négociation que ça aurait pu aboutir. Au cours de ces négociations, donc, Begara est en contact avec une figure importante du FLN qui est Mohamed Khidr. Mohamed Khidr est donc basé en Égypte, proche d'Ahmed Ben Bella, et Mohamed Khidr va, à un moment donné, on est à la mi-avril, quasiment proposer l'acceptation d'un cessez-le-feu préalable.
Et là, Bégara se dit, ça y est, on arrête les violences, et donc, puisqu'on arrête les violences, on peut passer à des négociations officielles, sous-entendu avec Rider, avec Ben Bella, et ces négociations officielles vont passer directement, permettront de passer à la phase électorale. On a enfin le triptyque imposé par le gouvernement depuis cette sale affaire du 6 février. Et Guy Mollet y a cru, puisque dans une interview à la presse, fin avril, je crois le 27 ou le 28 avril, il a eu une formule un peu sibylline: je serai bientôt en mesure de vous proposer un cessez-le-feu. Bon, il faut déchanter début mai 1956 parce que Mohamed Rider, qui, comme dans toute négociation, a dit qu'il allait consulter ses amis, revient devant Bégara et lui dit que, en fait, il y a une condition à remplir. C'est que les autorités françaises devraient garantir un sauf-conduit à lui-même et à Ahmed Ben Bella pour que ces deux hommes puissent se rendre dans les wilayas algériennes. Les wilayas, c'est les circonscriptions militaires du FLN. Hein. La carte de l'Algérie que je vous ai mise sur une diapo est une carte où apparaissent ces délimitations des zones militaires du FLN. Et donc, voilà, le gouvernement français comprend que là, oui, il y a quand même des divisions au sein du FLN. Il en tire la conclusion qu'on n'a pas d'interlocuteur, ce qui est une connerie sans nom. Mais bon, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et prend ces négociations comme une manœuvre politique des amis d'Ahmed Ben Bella pour s'emparer du contrôle du FLN, au sein duquel leur autorité leur semble bien contestée. Et évidemment, estime que le but de Ben Bella et de Rider est d'asseoir ce contrôle sur leur organisation et non pas d'obtenir un cessez-le-feu. Alors les contacts, à partir de là, vont évidemment continuer, notamment à l'automne 1956 à Belgrade, chez la Yougoslavie du maréchal Tito, entre, cette fois-ci directement, Pierre Commun et le FLN. Ces contacts seront rendus publics, mais bon, ils apparaîtront dès lors comme, je dirais, un effet d'affichage pour sauver la face. Alors, Joseph Bégara, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, a toujours insisté sur un fait, sur une interrogation. Il se demandait qu'est-ce qui se passe, enfin, finalement, entre le 24 et le 25 avril, où l'accord verbalement est accepté, le deal est accepté, et début mai, qui explique le revirement qui fait que ces accords se réduisent à assurer la protection de Ben Bella et de Rider. Et Bégara
avec les services de l'ambassade de France, va de plus en plus être persuadé qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées sur Ben Bella et son entourage. Ces pressions, elles émaneraient de l'Égypte du colonel Nasser, qui symbolise dans le monde arabe, depuis le coup d'État des officiers libres, le nationalisme arabe. Et en parallèle à cela, l'idée que lui, Nasser, peut être un des leaders de ce qu'on commence à appeler le tiers-monde. N'oubliez pas la conférence de Bandung, où avec Nehru et avec Tito, Nasser apparaît comme le porte-parole d'une forme de troisième voie, n'est-ce pas? Et l'expression le tiers-monde. Et également, c'est extrêmement important de le souligner, la volonté que cette reviviscence du nationalisme arabe se fasse sous son autorité, sous le contrôle de l'Égypte, qui deviendrait ainsi un des centres très importants, digne de son passé glorieux. Voilà. Ainsi s'instille progressivement et à tous les niveaux, auprès des militaires comme des autorités politiques, l'idée que finalement, ceux qui sont responsables de l'échec de cette négociation, ce sont les Égyptiens. Et que les Égyptiens, parce qu'ils donneraient de l'argent et des armes, parce qu'ils serviraient de base arrière au camp d'entraînement du FLN, bref, les Égyptiens seraient les grands diabolicus ex machina qui, derrière, en sous-main, organiseraient la rébellion de l'Algérie. En fait, nous, Français, on pourrait bien s'entendre avec ces gentils Algériens, on les connaît bien, on a beaucoup de liens avec eux, mais Nasser. Et donc, va commencer à germer cette idée qui va donner concrètement l'autre aspect de cette affaire. Alors, on en parle souvent, c'est l'expédition de Suez, mais on ne fait jamais le lien, on passe souvent le lien avec la guerre d'Algérie, et c'est une erreur, parce que c'est son véritable but. Si jamais on détruisait l'Égypte nassérienne, alors par là même, n'y aurait-il pas la possibilité de reprendre le fil du dialogue une fois que ces Algériens auraient été privés du mauvais exemple du chef de bande de la cour de récréation qu'est Nasser. Vous comprenez? Et cette idée, elle est noir sur blanc exprimée par le chef d'état-major de l'armée française en Algérie, qui compare finalement les événements d'Algérie, comme il dit, à un incendie de forêt dans le Midi méditerranéen, et qui compare Nasser à l'allumette. Alors, outre que le soutien de Nasser au FLN, on le sait maintenant, est quelque chose de relativement nuancé. C'est vrai qu'il y a des camps d'entraînement du FLN. C'est vrai que Nasser, en avril 1956, a menti, et hontément menti, au ministre des Affaires étrangères, Christian Pineau. Il lui a assuré qu'il n'y avait pas de base militaire du FLN en Algérie.
Pinault rentre à Paris, il faisait escale au Caire parce qu'il avait tenté de fourguer des avions militaires qui auront leur importance par la suite à l'Inde, ça ne marche pas, donc il rentre, il est déjà assez énervé, et Nasser lui ment. Non, cher ami, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de camp, il n'y a pas, non, on ne tolère pas des bases arrière du FLN chez nous, tu parles. Il arrive à Paris et on lui fout sous les yeux les rapports des services secrets qui disent, ah, si, là, et là, il y a des camps. Donc Nasser est un menteur. Vous comprenez? Et s'il y a des camps, c'est qu'il aide militairement. En fait, c'est une vision politique. Nasser a fourni probablement beaucoup moins de matériel, d'armes au FLN que d'autres États. Par exemple, la Yougoslavie en fournira plus. Mais politiquement, le FLN ne peut pas s'en prendre au leader charismatique du monde arabe. Exit donc la première solution, celle des négociations, et commence à germer celle-là. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas le colonel Nasser? On reviendrait à la normale, à ce dialogue franco-algérien, parce qu'on les connaît bien, nous les Algériens, c'est chez nous, c'est la France. Ils sont gentils. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo parce que c'est comme ça. Voilà. Non, en fait, parce que j'ai rendez-vous dans quelques minutes. Bon courage.